Maintenant, j'ai le plaisir donner le coup d'envoi, en fait, pour notre première séance. Donc, sans plus tarder, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter Dr. Elisabeth Bergeron, psychologue qui mènera la discussion sur la résilience, l'art de rebondir. Et accompagnée aujourd'hui de Dr. Elisabeth, nous avons deux femmes. Donc, nous avons Nathalie et Émilie, qui partageront un peu de leur vécu personnel et leurs expériences par rapport à la résilience. Donc, Elisabeth est psychologue, membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Elle a complété son doctorat en psychologie, cheminement adulte à l'Université de Sherbrooke. Son mémoire doctoral portait sur l'expérience de perte et deuil chez les femmes québécoises ayant subi une mastectomie après un diagnostic du cancer du sein. Elle cumule différentes expériences cliniques telles que la prévention du suicide, l'intervention en contexte de protection de la jeunesse et de la psychothérapie de groupe pour les troubles anxieux. Au cours de ses études doctorales, Elisabeth a développé une expertise dans les services de psychothérapie en contexte d'oncologie et de soins palliatifs. Donc, Elisabeth, je te cède la parole. C'est bon, merci beaucoup. Je vais juste vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez complètement mon écran ou non? Je pense que vous voyez juste ça. Euh, on voit ton écran, mais je pense qu'il faudrait que faut que tu le mettes en gros. Faudrait que tu ailles à partir du début. Oui, super. Oui. Et voilà. Bon, c'est juste mon ordi qui est un petit peu lent. Donc, bonsoir à tous. Ça me fait absolument plaisir de vous présenter ce soir donc la résilience, l'art de rebondir. Euh, Non. OK. Donc, brièvement, on m'a déjà présenté. Donc, je suis psychologue. Je travaille principalement en clinique privée, donc à Contrecœur sur la rive sud de Montréal. Donc, je travaille principalement avec une clientèle assez variée, mais j'ai beaucoup un volet où je me concentre beaucoup sur l'oncologie, soins palliatifs. Je travaille aussi en maladies chroniques et autres parce que j'ai une spécialisation en psychologie de la santé. Spécialisation que j'ai acquis vraiment avec l'équipe d'oncologie et de soins palliatifs des deux hôpitaux de Sherbrooke lors de la fin de mon doctorat. J'ai également eu la chance de présenter aussi mon mémoire doctoral, les résultats à la fois à l'équipe d'oncologie de l'Université de l'hôpital de Sherbrooke, mais également pour le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, c'est sûr que je vais vous ressortir un petit peu des informations de mon mémoire doctoral ce soir. Et oui, il concernait les femmes ayant eu un diagnostic de cancer du sein. Mais il faut quand même savoir que parmi mes 6 participantes qui ont participé à mon étude, j'en avais 2 qui ont été avec le gène BRCA. Donc, qui ont quand même eu aussi des choix à faire par rapport à tout le risque de diagnostic de cancer de l'ovaire et autres. Puis, il y a beaucoup des résultats qui sont ressortis dans mon étude qui peuvent également s'appliquer au cas de cancers généraux, mais également au cas de cancer de l'ovaire. Donc, vous allez voir un petit peu plus loin. Donc, comme plan de la présentation, je propose plusieurs thèmes un peu parce que quand on parle de l'art de rebondir avec la résilience, ça peut évoquer beaucoup de choses. Donc, dans un premier temps, je vais aborder la résilience. Donc, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique? Pour mettre un peu la table aussi à différents sujets. On parle également de gérer le stress et l'incertitude dans le cas de cancer, hein. Il y en a beaucoup de stress, il y en a beaucoup d'incertitudes. Donc, peut-être entamer une certaine réflexion là-dedans, de vous donner 2, 3 trucs. Euh, mais c'est sûr que si vous avez l'intention d'arriver ce soir, peut-être avec je vais remplir vraiment beaucoup mon coffre à outils, oui et non. Peut-être plus, je vais peut-être plus vous apporter dans le but de la présentation ce soir, plus avant tout à une réflexion, mais aussi un sentiment de validation par rapport à ce que vous vivez. Parce que pour moi, parler de résilience, ça signifie aussi de parler de deuil puis de perte qu'on peut vivre par rapport au cancer, par rapport au traitement, par rapport au diagnostic, par rapport à nos relations, par rapport à notre identité, par rapport à plusieurs concepts. Puis la résilience, hein, c'est pas nécessairement une, comment dire, une compétence à acquérir, mais plutôt un état d'esprit aussi à avoir. Donc, c'est sûr que je vais inclure un volet sur les deuils et les pertes.
Puis, on va parler peut-être ensemble également de stratégies d'adaptation. Puis, je sais que Nathalie et Émilie vont faire un petit peu de pouce par rapport à ça. J'ai quelques conseils en tant que psy à vous fournir, mais également vous aussi, dans votre coffre à vous outils, vous avez sûrement aussi des choses qui fonctionnent pour vous, puis c'est bien tant mieux. Donc, je vais laisser place à la parole à Nathalie et à Émilie pour présenter eux, c'est quoi pour eux la résilience. Ben, je pense que je vais y aller, hein? On va. Bon, moi, c'est Nathalie Dupont. Moi, j'ai eu un diagnostic de cancer de l'ovaire en 2018, puis aujourd'hui, on est en 2025. Pour vous dire que la résilience, pour moi, c'est un niveau d'adaptation. C'est plein, plein d'adaptation, la résilience. Puis le fait d'avancer toujours aussi un pas en avant de l'autre, d'être bien entouré dans cette résilience-là, ben ça me permet de survivre puis de vivre en même temps. Fait que la résilience, pour moi, c'est vraiment quelque chose de concret puis qui se vit à chaque jour, même malgré des fois des annonces qui nous touchent beaucoup. Ben garde, je me retourne de bord, puis on va s'adapter, on va avancer, puis la vie, le soleil, tout est là, tout brille. Fait qu'on continue le chemin. Puis moi, c'est ça, ma résilience. Et toi, Émilie, est-ce que tu voudrais partager un petit peu ce que ça veut dire pour toi et te présenter aussi, bien sûr? Donc, moi, c'est Émilie Beaulieu. Donc, je suis vraiment privilégiée, réellement, d'avoir eu l'invitation ce soir pour partager avec vous, moi aussi, mon parcours. C'est sûr que c'est ça, tu sais, on se disait que c'est plus rare des fois de voir des jeunes femmes aussi là, qui ont vécu, qui ont passé par là. Le cancer de l'ovaire, ça touche aussi les jeunes femmes. De mon côté, ça fait 14 ans que j'ai passé là, au travers ce processus-là. J'ai été diagnostiquée à 24 ans d'un cancer de l'ovaire. Donc, c'est sûr qu'à cet âge-là, on se sent vraiment invincible. On pense tellement pas, on a toute la vie devant nous. On pense pas qu'on peut être atteint d'une maladie comme ça. Fait que ça a été très, très difficile pour moi. La résilience, ben, ça a été d'accepter qu'il y a un avant, puis un après. Puis le après, ben, il n'est pas toujours, il n'est plus comme le avant, mais en même temps, c'est d'essayer de rester positif dans tout ça, de transformer un petit peu cette épreuve-là en apprentissage aussi, de transformer cette part-là en force. Pour moi, c'est un peu ça, la résilience. Puis, ben, on pourra en parler aussi au niveau de mes stratégies un petit peu plus loin là, dans la présentation, mais c'est sûr que au niveau, je suis une entrepreneur aussi depuis, puis j'aurais jamais eu le courage de faire ce que j'ai fait aujourd'hui, où est-ce que je suis rendue dans ma vie. Donc, pour moi, ça a été un game changer vraiment, là, d'avoir traversé ça, puis que la vie m'a donné une deuxième chance. Merci, Émilie. Merci, Nathalie. Elisabeth, je te laisse continuer. Oui. Donc, vous voyez bien toujours mon écran? Oui. Parfait. Bon, c'est comme si je n'avais plus accès de changer. Et voilà, bon. Donc, en premier lieu, le premier thème, comme j'avais abordé, donc la résilience, donc les définitions et implications. Je trouve ça intéressant par qu'est-ce que Nathalie et Émilie ont partagé parce qu'on les retrouve un petit peu, ce changement-là, ce avant, ce après-là. Donc, la résilience, en fait, c'est la capacité à surmonter l'adversité. C'est notre capacité à continuer de se construire, de grandir, de développer malgré les difficultés survenues au cours de notre vie. Donc, il y a une certaine capacité à acquérir, mais cette capacité-là, elle est peut-être déjà là aussi un petit peu avant. Je vais en parler un petit peu plus tard. Elle réfère aussi à une notion de stabilité et d'adaptation dans un contexte de changement. Donc, un peu comme Émilie disait, hein, il y avait un avant puis il y avait un après. Donc, la notion de résilience, elle incite sur une réflexion sur les différentes façons de préserver une identité malgré certaines épreuves. Donc, en effet, la résilience, elle implique beaucoup de choses. Elle implique, entre autres, oui, des stratégies d'adaptation, mais également un deuil, la reconstruction du sens, la gestion de l'anxiété, de l'incertitude, mais aussi une bonne dose d'autobienveillance. J'espère aussi qu'au travers de cette présentation-là, vous allez peut-être porter un regard un petit peu plus doux sur qu'est-ce que vous avez traversé, puis qu'est-ce que vous traversez peut-être encore aujourd'hui, ou peut-être qu'est-ce que votre proche traverse. Parce que des fois, oui, c'est pas facile, mais oui,
Des fois, dans cette validation-là, puis validation ne veut pas dire non plus apitoiement. Des fois, dans cette validation-là, c'est important de se le rappeler pour justement cultiver puis la nourrir un petit peu cette résilience-là. Quand j'en parle à mes patients de la résilience, j'en parle un petit peu des fois comme un peu comme une plante qu'il faut un petit peu entretenir, hein. Des fois, il faut un petit peu plus d'eau, des fois, il faut un petit peu plus de soleil. Mais des fois, la plante est capable aussi de faire son cours de chemin, puis elle est capable de survivre bien partie seule aussi. Fait que des fois, c'est un petit peu ça la résilience. Des fois, il faut un petit peu d'eau, des fois, il faut un petit peu de soleil, puis des fois, c'est bien correct comme ça. Mais des fois, la plante, elle traverse beaucoup de changements, puis elle traverse beaucoup de saisons, puis tout, puis des fois, elle a besoin d'un petit coup de pouce. Fait que c'est important aussi de la cultiver. Mon second thème, donc, gérer le stress et l'incertitude. Donc, juste une petite distinction entre c'est quoi le stress et c'est quoi l'anxiété. Donc, le stress, c'est une réaction physiologique de notre corps face à un danger réel ou à une menace réelle, physique et ou psychologique. Une anxiété, c'est une appréhension d'une menace future, qu'elle soit réelle ou anticipée. Donc, l'anxiété devient problématique lorsque les inquiétudes sont irréalistes, que son intensité est plus grande que le danger réel et qu'elle entraîne une détresse importante ainsi qu'une entrave au fonctionnement. Là, on peut se poser la question, le cancer, puis tout, qu'est-ce que ça inclut, c'est quoi? Ben, c'est un petit peu des deux des fois, hein, parce que oui, le corps fait face à un danger réel, puis à une menace réelle pour notre santé physique et psychologique. Mais des fois, quand on commence à anticiper beaucoup de choses, puis que l'anxiété, c'est comme une grosse boule qui apparaît un petit peu en nous, puis que là, on dirait qu'elle nous prend au niveau de la poitrine, des épaules, des tensions, tout, puis que là, ça devient un petit peu ingérable, puis que l'anxiété, puis que l'hamster, il part, ça commence à être un petit peu plus difficile de la gérer. L'anxiété, par contre, elle évolue quand même dans le temps. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être que votre premier traitement de chimio, vous trouvez ça anxiogène. Puis au fil du temps, peut-être qu'au bout d'une dizaine, une vingtaine de traitements, c'est correct. Ben ça, c'est l'effet du temps sur l'anxiété. Il y a cet effet-là d'exposition et d'habituation qui est quand même assez important sur l'anxiété puis qui peut nous aider de passer au travers de ça. Donc, pour en revenir un petit peu à mon auto-bienveillance, c'est normal qu'au début du diagnostic, on a envie cette anxiété-là. Parce qu'on fait face à de l'inconnu, on fait face à de l'incertitude, on fait face à un paquet de choses qu'on ne sait pas. Puis au fil du temps, des fois, on dirait que c'est ça que j'entendais beaucoup de la part de mes clients, de mes patients, c'est que ben, au fil du temps, on commence un petit peu à s'habituer. C'est pas nécessairement plus facile, mais c'est comme un petit peu plus, bon, OK, je sais à quoi m'attendre. Je sais que jour 2, après mon traitement, je vais mal filer. Mais je sais que jour 5, ça va remonter. Ça l'aide aussi pour la résilience. Ça l'aide d'être capable de mettre des mots sur qu'est-ce qu'on vit. Ça l'aide aussi de se dire, ben, OK, cette anxiété-là, elle est quand même contrôlable, puis elle s'apaise un petit peu dans le temps. Mais bien évidemment, quand on parle de maladie, on va parler d'incertitude. Le cancer, c'est une incertitude. On ne se fera pas de cachette non plus. Le parcours de soins aussi, tu sais. On arrive souvent dans le bureau avec l'oncologue, puis on a une certaine idée de ce à quoi on va s'attendre pour X nombre de semaines, puis des fois, il arrive plein de pépins dans notre parcours, puis ça change. C'est normal de vivre ce sentiment-là d'impuissance face à la maladie. On n'a pas de contrôle beaucoup. On contrôle ce qu'on peut contrôler, puis le reste, des fois, il faut lâcher prise. Puis ça, des fois, ça peut être difficile à acquérir. Des fois, il faut aller le travailler justement avec des professionnels. Des fois, c'est au fil du temps aussi où on traverse un petit peu, puis on la développe justement par cette résilience-là, puis ça devient un petit peu plus facile. Donc, il y a cette différence-là aussi entre la tolérance et l'intolérance à l'incertitude. Donc, peut-être entamer aussi une petite réflexion à savoir, est-ce que moi, je tolère bien cette incertitude-là de la maladie ou ça me fait encore vraiment peur? Je suis encore à avoir tout ce contrôle-là sur la maladie, à essayer de tout gérer ou des fois, je peux lâcher prise un petit peu plus puis me dire, ben, j'ai fait mon possible, puis je fais les décisions puis les traitements en fonction de ce que je connais, puis en fonction de ce que mon oncologue, par exemple, me propose. Puis je suis capable d'un petit peu lâcher prise par rapport à, bon, on verra qu'est-ce qu'on verra. Puis c'est pas nécessairement un lâcher prise dans le sens de on abandonne ou on est désintéressé. Non, c'est plus une forme de protection un petit peu psychologique de, ben, j'ai fait tout mon possible, puis je suis fière de moi. Ça peut être important à acquérir.
Autre exemple de stratégie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, de ces stratégies-là. On les utilise beaucoup, beaucoup, tout ce qui est, si vous commencez, si vous vous intéressez à lire un petit peu sur la psychologie, puis que vous voyez un petit peu toutes ces formes-là de stratégies, c'est des stratégies qui peuvent être très bien s'adapter au cancer. Premièrement, la psychoéducation. C'est important de s'informer, d'être informé face à qu'est-ce que ça implique le cancer. Donc, pas nécessairement aller lire les statistiques et les pronostics, on n'en est pas là nécessairement, mais plus dans le c'est quoi tolérer la fatigue quand on parle de cancer? C'est quoi tolérer l'incertitude quand on parle de cancer? C'est quoi la colère? C'est quoi? Pour ça, il y a des bonnes ressources, il y a des bons livres sur le sujet qui se font. Je vous propose entre autres Un cancer en cadeau, qui est un excellent livre. Il y a également Faire face au cancer avec la pensée réaliste aussi, qui est un très bon livre qui a été écrit par des psychologues qui est spécialisé plus avec Université Laval et plus l'hôpital spécialisé en cancer donc, de Québec. Donc, ils peuvent être des très bonnes ressources également pour nourrir un petit peu votre réflexion, puis juste entamer un petit processus là-dedans. Il y a toute la restructuration cognitive aussi qui peut être bon. Donc, la restructuration cognitive, on entend par là une stratégie qui réévalue nos pensées. Donc, ça, je fais souvent la distinction avec mes patients de on est-tu dans les lunettes roses ou on est dans les lunettes noires ou on est juste au juste milieu? Le but de la restructuration cognitive, c'est d'atteindre ce milieu-là. Pas d'être dans un monde de licorne où on se dit, ben, ça va bien aller, mais pas non plus être dans à brouiller du noir. Donc, juste avoir cet équilibre-là. Il en parle beaucoup de ça dans le livre, justement, de faire face au cancer avec la pensée réaliste. Donc, si ça vous intéresse un petit peu d'en apprendre un petit peu plus, je vous invite à le lire. Il y a également toutes les stratégies de créer d'auto-observation. Donc, juste porter un certain regard sur comment évolue mon stress, moi. Qu'est-ce qui me fait stresser? Est-ce qu'il y a des moments de la journée où je suis plus stressée que d'autres? Est-ce qu'il y a des personnes même qui me stressent plus que d'autres? Est-ce que quand je parle de mon cancer, je suis plus stressée? Est-ce que j'y pense souvent également? Qui peut juste aider aussi à, justement, tu sais, moi je dis souvent à mon monde, l'auto-observation, c'est 50% de la job de fait. Une fois que tu as entamé cette auto-observation-là, on est plus capable d'agir sur de quoi. Sinon, on y va un petit peu à l'aveugle et on ne sait pas trop sur quoi agir. Il y a tous les exercices de respiration pleine conscience, bien évidemment, qui ont fait leur preuve avec l'anxiété et avec le cancer. Donc, exercices de respiration, vous pouvez y aller avec les applications. Par exemple, Respire Relax, qui est assez bonne comme application. Il y a également méditation. Je vous invite à aller consulter les outils de pleine conscience de l'Université Laval qui sont excellents, qui peuvent des fois sonner un petit peu gymnase des années 80, mais les enregistrements sont vraiment pertinents. Puis, ils proposent aussi des exercices un petit peu plus, des fois pour débutants. Donc, il peut être plus facilitant pour commencer. Il y a tous les exercices aussi les exercices structurés d'exposition et désensibilisation. Donc, si vous avez peur de certaines choses, par exemple des aiguilles ou des choses comme ça peut être bien d'aller chercher des ressources professionnelles pour vous accompagner là-dedans parce qu'on s'entend, oui, on en rencontre des patients qui ont peur des aiguilles, qui ont peur dans les machines pour faire les TET scans ou pour radiologie ou autre. Donc, ça peut être bien des fois de les accompagner là-dedans. Donc, je vous propose ça si jamais vous avez des peurs qui vous paralysent un peu puis qui vous restreignent un petit peu dans vos traitements, ça peut être une bonne option. Il y a aussi les exercices de résolution de problèmes. Hein. Ça, c'est quand on cherche un petit peu à avoir du contrôle, mais c'est correct là-dedans. Quand il y a un problème, puis on navigue pas nécessairement dans l'incertitude, mais c'est un problème concret, je vous invite à prendre un papier et un crayon, puis à marquer le problème, puis noter toutes les solutions possibles, puis juste choisir la meilleure pour vous. Donc ça aide des fois à prendre de la distance sur le problème, à mijoter ça, à voir un petit peu, ben OK, c'est quoi les solutions possibles? Puis justement, sortir un petit peu de ce loop-là où je fais juste penser au problème, mais je n'agis pas dessus. Après ça, mon troisième volet, les deuils et les pertes vécues. Donc, c'est sûr que là, je vais aborder avec vous un petit peu des théories. Je ne veux pas rendre la présentation trop lourde, je vais la rendre quand même assez clinique. Mais juste pour porter un certain regard sur qu'est-ce que ça inclut, le deuil et les pertes en 2025, alors qu'on est loin de les théories du deuil de, mettons, les années 60.
Donc, par exemple, il y a 2 auteurs, Winnicott et Harris, en 2012, qui ont défini la perte comme étant une privation réelle ou perçue de quelque chose qui est jugé significatif et qui peut être lié ou non à la mort. L'expérience de perte est une expérience dans laquelle un retour à un aspect de la vie que nous avons chéri ou apprécié n'est plus possible. 2012, c'est très récent hein, pour des théories de la psychologie, mais on voit ici comment que les pertes liées, mettons, au cancer peuvent s'appliquer là-dedans. C'est une privation qui est assez réelle là-dedans, hein, puis qui n'est pas nécessairement liée à la mort, mais qui, justement, un retour à la vie que vous aviez avant le diagnostic n'est plus nécessairement possible. Puis on l'entend de tout le monde, le diagnostic et le cancer nous changent. Et c'est normal, mais c'est normal aussi, parallèlement, de vivre des pertes et des deuils là-dedans. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde va vivre une perte et un deuil, hein, parce qu'on est tous différents. Mais il y a certaines pertes quand même qui peuvent être influencées par différents facteurs. Par exemple, le moment, les circonstances, le degré d'attachement, qui peuvent justement influencer sur notre réponse émotionnelle à ça. Je vous fais un exemple. Si jamais vous avez le diagnostic justement du cancer comme ça à 20 ans, ça va peut-être changer de la perspective de l'avoir à 60 ans. Ça ne veut pas nécessairement dire que l'avoir à 20 ans, c'est plus grave que l'avoir à 60 ans. Mais peut-être qu'à 20 ans, c'est peut-être plus dans des enjeux de ah, ben là, tu sais, ça inclut le fait de justement par rapport à la fertilité, par rapport à apporter ses enfants, versus une femme de 60 ans, de qu'est-ce que j'entendais, c'était mais je les ai portés, ces enfants-là. Ces ovaires-là, ils ont quand même contribué à la naissance de mon enfant. Fait que, tu sais, c'est là où le degré d'attachement, il n'est pas pareil. Puis justement, il y a certains types de pertes qui peuvent être tangibles, symboliques, spécifiques ou générales, pouvant être passées, présentes, anticipées ou futures, qui seraient susceptibles justement de nous générer ces réactions de deuil intenses et prolongées. Je l'ai vu par mon étude, je vais vous les présenter. On les voit les mêmes émotions qui font partie du deuil dans justement les pertes liées au cancer. Là, je me doute aussi que vous avez, d'une certaine façon, le modèle du deuil qui est les phases finalement du deuil qui est le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Tassez ça de votre tête, c'est plus nécessairement d'actualité. À la place, c'est plus un modèle qu'on appelle la théorie d'adaptation à double processus, où la personne va naturellement osciller. Donc, osciller, ça veut dire qu'elle va bouger entre le travail de deuil actif, donc où on devient orienté vers la perte, puis l'adaptation à la nouvelle réalité qui est occasionnée par la perte, donc l'orientation vers la restauration. Je m'explique parce que c'est des fois très, très abstrait. Quand on est au début aussi du diagnostic, on vit beaucoup de pertes, on vit beaucoup de deuil. Puis au fil du temps, au fil du processus, le cerveau, la psychologie va essayer de faire en sorte de trouver une certaine adaptation, des stratégies, des façons de voir l'événement qui sont plus adaptées, entre guillemets. Je vais vous en présenter quelques-unes que les femmes avaient ressorties durant mon étude un petit peu plus tard, mais on peut parler, mettons, de reconnaissance, de privilège aussi par rapport à ça. Hein. Tu sais, c'est comme dans un deuil normal. Au début, quand on perd notre être cher, on est très orienté vers cette personne-là. On est très dans un travail actif, on pleure, tout. Puis au fil du temps, on dirait que c'est les beaux souvenirs qui apparaissent. C'est la reconnaissance d'avoir eu cette personne-là dans notre vie. C'est un peu la même chose qui peut se produire aussi avec les pertes liées au cancer. Les meilleurs, un auteur très populaire du deuil, a mis vraiment au cœur du processus de deuil la reconstruction de sens parce que c'est ce qui nous permet l'intégration de nouveaux schémas cognitifs pour s'adapter justement à la perte et aux conceptions de la vie qui nous ont ébranlés. Donc, c'est vraiment ça qui est vraiment important, c'est la reconstruction de sens qu'on peut faire de ce qu'on vit. Donc, c'est d'essayer de trouver un certain sens. Bien évidemment, ce n'est pas de banaliser. C'est juste d'essayer de trouver une certaine façon de voir cette réalité-là. Il y a différents types de pertes. Je vais passer rapidement. Il y a les pertes symboliques, donc qui est une perte qui est non tangible, qui n'est pas attribuable à la mort d'un être cher, qui représente plutôt la perte d'une relation, d'un système intact et ou d'un rêve. Il y a aussi les pertes ambiguës,
qui sont des pertes qui sont incertaines, traumatiques, qui ont une cause extérieure ainsi qu'un caractère étrange, déroutant et incompréhensible. Donc, c'est tous des concepts que nous, on peut, en tant que psychologue, faire un petit peu notre compréhension clinique, mais également vous pouvez vous placer et dire, c'est quoi ça a été pour moi des pertes qui étaient plus symboliques? Ça a été quoi un petit peu les pertes qui étaient un petit peu plus ambiguës? Parce que ces deux types de pertes-là, puis tout ce que je vous explique avant, les auteurs ils ont prouvé vraiment que ça s'appliquait au cas de cancer. Plus spécifiquement au cancer en général, aux pertes, mettons, de cancer, aux pertes sexuelles liées à un cancer du sein, mais également aux pertes dues à une mastectomie, mais également pour tous les types d'organes également de cancer. Vous voyez quand même les dates 2019, 2014, 2018, c'est très récent dans la littérature, donc peut-être que aussi vous avez l'impression d'être un petit peu moins reconnu aux yeux de la société. Puis c'est normal parce que on rentre dans la catégorie des deuils non reconnus par la société, qui a été décrit par un auteur en 2002, Doka, qui est un deuil qui n'est pas ouvertement reconnu, qui n'est pas validé socialement et qui n'est pas plus publiquement observé. Donc, c'est normal des fois de se sentir un petit peu comme un peu l'impression d'être pas reconnu dans ce deuil-là, dans qu'est-ce qu'on vit, dans ces sentiments-là, dans l'ampleur aussi que ça peut prendre pour nous. Donc, c'est là aussi l'importance d'acquérir une tolérance face à l'ambiguïté justement de ces pertes-là, puis d'y donner un sens dans ce processus de deuil-là. Également, si jamais il y a des professionnels dans la place, de différencier aussi le trouble dépressif justement de la perte. Moi, avec mes patients, j'essaie de dire ce que vous vivez, c'est normal dans votre contexte. De ne pas nécessairement toujours mettre une étiquette de « je suis en dépression ». Non, non. N'importe qui peut réagir de cette façon-là en fonction de ce contexte-là. C'est normal. Puis mieux vaut venir le valider que de venir diminuer ça ou poser une étiquette de juste « je suis en dépression ». Brièvement, c'est mon premier axe de mon étude que je vous présente ici. Donc, 6 femmes qui ont fait des entrevues structurées. Également, juste pour vous les présenter brièvement, qui venaient de différentes régions du Québec. Donc, c'est intéressant parce qu'ils ont touché à différents CIUS ou peu importe le terme gouvernemental qui s'y prête. Mais donc, 6 femmes très jeunes quand même. Ma plus âgée, je crois, de mémoire, avait dans fin cinquantaine, début soixantaine, mais ma plus jeune avait eu son diagnostic, je crois, vers 21-22, si ma mémoire est bonne. Donc, puis les autres étaient dans la trentaine, quarantaine, donc relativement jeunes comme échantillon. Donc, le premier axe, donc ça découle, quand on fait une étude qualitative, on découle ça en forme d'axe juste pour essayer finalement de faire un peu de sens dans les résultats. Donc, on essaye juste de sortir finalement les principaux thèmes du récit des femmes. C'est pas important que vous compreniez absolument tout, comment fonctionne une étude qualitative ce soir. Donc, on voit juste l'expérience liée au processus chirurgical. Donc, on est au tout début du processus de diagnostic. Puis, on peut voir que finalement, dès le moment du diagnostic, les femmes communiquent finalement des difficultés. Ils vivent certaines émotions, certains effets psychologiques, physiques, subjectifs et autres. Donc, bien évidemment, je répète, c'était mon étude sur la mastectomie, mais on peut voir quand même que dans le processus de choix de ce que les femmes me contaient, c'était difficile. On sent des fois prendre des décisions rapidement, sur le coup des fois d'une semaine, ou sur le coup de « OK, je rencontre l'oncologue, puis là, je dois décider quel traitement que je fais, puis quelle option je choisis ». Sans tout non plus avoir l'étendue de l'effet non plus de ces traitements-là, de ces chirurgies-là, quand même, des fois par moment. Donc, ça peut être très anxiogène pour les personnes. Il y avait également, bien évidemment, la période post-chirurgicale qui peut être difficile, ou même post-traitement aussi, qui peut être difficile quand même à subir les effets physiques de ces traitements-là, psychologiques aussi. Bon, le système de santé étant ce qu'il est, des fois, il y a certaines lacunes aussi qui peuvent arriver. Donc, un certain manque de ressources, manque d'informations aussi données aux femmes.
Les aspects constructifs de l'expérience de chirurgie aussi, qui étaient quand même assez importants que je voulais vous parler. Donc, quand que je dis trouver un sens à ce qu'on a vécu, c'est un peu là-dedans, dans les aspects un petit peu constructifs, sans minimiser non plus ce qu'on vit. Donc, les femmes ont sorti, entre autres, le désir de se prioriser, hein, de se dire, ben là, je vis une épreuve, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de me choisir là-dedans. Le sentiment de privilège aussi, il y avait une femme qui nomme, entre autres, d'avoir pu faire ce choix-là, d'avoir eu ces choix-là à faire à cette époque-ci, là où je vis. Donc, une femme quand même qui, elle également, avait le BRCA, puis qui l'a su finalement avant que le diagnostic vraiment tombe du cancer. Mais elle a été quand même privilégiée. Elle a eu ce sentiment-là d'être privilégiée de pouvoir faire ces choix-là. À l'inverse, j'ai eu également une personne qui, elle, a eu un diagnostic de cancer, puis en faisant la génétique, donc s'est rendu compte qu'il y avait quand même un fort risque de cancer de l'ovaire et tout. Donc, qui, elle, a fait également le choix de aller avec les chirurgies, mais qui, elle, se sentait également reconnaissante et privilégiée parce qu'elle a pu faire vraiment les traitements de fertilité. Donc, elle a pu avoir cette chance-là. Donc, des fois, c'est juste cette petite reconnaissance-là, ce petit privilège-là, ce petit sentiment de fierté-là aussi de passer au travers de ce qu'on vit. C'est quand même pas négligeable, c'est quand même important quand même à se mentionner et à se rappeler. L'expérience possible de deuil, donc brièvement encore, tous les types de pertes et de deuil, peut-être pour vous donner une petite idée de réflexion qu'on peut vivre. Perte de son identité féminine. On le sait, hein, les cancers vraiment plus sexuels sont liés plus à l'identité féminine. Des fois, on a l'impression de se perdre en tant que femme. Aussi, tout ce qui est, bon, la beauté du sein, ça c'était plus par rapport au cancer du sein, mais par rapport au cancer de l'ovaire, qu'est-ce que j'entendais aussi, c'était tout ce qui était l'aspect physique, des fois de la chirurgie, des traitements. Hein, on a l'impression que des fois, au niveau de l'habillement, c'est plus difficile. La perte de la capacité d'attirer physiquement autrui, des fois, on a peur, hein, on devient un petit peu insécure par rapport à ça. Bien évidemment, la perte de sensations physiques et de plaisir sexuel, des fois, ça peut être des effets secondaires des traitements, malheureusement. Des atteintes aussi au niveau de la maternité, hein. Des fois, ça peut avoir cet impact-là, malheureusement, en fonction de l'âge du diagnostic, puis en fonction de où est-ce qu'on en est rendu par rapport à notre processus. La perte de capacité physique, surtout liée après la chirurgie, hein. Des fois, la peau, elle devient un petit peu, par les traitements, un petit peu moins élastique, un petit peu plus raide aussi, des fois par les traitements de radiothérapie. Juste la perte de simplicité au quotidien, hein. Des fois, on se dit, voyons, c'était plus simple avant le cancer. On dirait que tout ce que je faisais, c'était simple. Faut pas non plus négliger cette perte-là. Bien évidemment, une perte physique d'une partie de soi. Ça reste qu'on vous enlève quand même des fois un organe. C'est pas non plus négligeable. Donc, tout ce qui était vécu subjectif aussi par le deuil. Donc, on voyait les mêmes vécus affectifs, cognitifs, comportementaux aussi qu'on voit dans le deuil. Donc, autant la colère, la tristesse, le déni, bien évidemment. La rationalisation aussi, le fait d'essayer de rationaliser, puis beaucoup aussi qu'on voyait. Les réactions adaptatives à la perte, ici, c'est peut-être un petit peu important justement pour faire mention avec la résilience. Qu'est-ce qui l'aide, cette résilience-là? Certaines femmes faisaient des rituels, donc c'était intéressant. J'en ai beaucoup qui ont fait des photos boudoirs qui, pour elles, c'était une façon de se réapproprier leur sexualité puis leur féminité. Il y en avait qui avaient des projets personnels, des activités personnelles, des projets futurs, que ce soit par le tatouage ou des choses comme ça, qui l'aidaient juste à retrouver un petit peu du sens, puis à des fois se sentir mieux dans leur corps. Tout ce qui est l'appropriation de l'histoire de la maladie. Je vais faire un bémol ici. L'appropriation de l'histoire de la maladie, ce n'est pas accepter nécessairement la maladie. Je veux faire juste la distinction parce que je l'entends souvent dans mon bureau. Il faut que j'accepte. Puis on dirait que les personnes ont un certain apaisement quand je leur dis, c'est pas nécessairement une question d'acceptation, c'est une question de s'approprier l'histoire de la maladie. Par quoi tu es passé, par tout le processus de parcours de soins, du diagnostic à où est-ce que tu en es maintenant. Juste que tu le reconnaisses, ce par quoi tu es passé. Pas nécessairement l'accepter, parce que l'accepter, on dirait que c'est trop gros, c'est trop lourd par moment.
mais juste te dire, regarde, voici mon parcours de jour 1 à maintenant, puis d'essayer de t'y trouver un sens. Il y avait aussi tout ce qui était le processus de détachement aussi qui aidait quand on associe un peu l'ovaire finalement à le cancer. Donc, par moment, pour certaines femmes, ça pouvait les aider à se dire, ben là, c'est plus nécessairement une partie de moi-même, c'est le cancer, donc je lâche prise par rapport à ça. La tentative, bien sûr, d'être bienveillante envers soi, envers cette partie-là du corps. J'en avais certaines aussi qui faisaient preuve d'humour, qui pouvaient les aider aussi à passer au travers certaines épreuves. Il y a toutes les difficultés dans vos relations, dans les sphères sexuelles, dans l'habillement, dans l'apparence physique, dans l'estime de soi aussi, qui n'est pas non plus négligeable. Donc, c'est important aussi des fois de le mentionner, puis de le reconnaître, puis d'essayer après ça de pouvoir s'accepter davantage. Effet de restructuration, reconstruction mammaire, je le passe, mais l'œuvre du temps, bien évidemment, on n'aime pas l'entendre hein, quand on vit un deuil, mais bien évidemment, le deuil, euh, ça évolue au fil du temps, puis le temps aide beaucoup. Tout ce qui était aussi les éléments susceptibles de moduler le processus de deuil, bien évidemment, tout ce qui est les comportements, les attitudes qui étaient agréables avec l'entourage, mais aussi avec le personnel médical, étaient appréciés. Bien évidemment, il y a certaines femmes qui ont eu des commentaires de ce que je peux appeler le mononcle qui s'y connaît pas trop. Donc, faire attention également, puis être capable aussi de s'affirmer là-dedans, puis de dire, écoute, ce que tu me dis me blesse. Ça peut aussi aider à diminuer un petit peu l'impact de ces commentaires-là, mais clairement, c'est quelque chose qui influence sur votre parcours puis qui n'est pas nécessairement toujours facile à vivre. Je le comprends. Bien évidemment, la qualité également des ressources pour obtenir du soutien, les ressources communautaires, que ce soit les centres d'aide bénévoles, que ce soit vraiment les organisations un petit peu comme Cancer Ovaire, comme Société canadienne du cancer, ont aidé. Tout ce qui était aussi les personnes ressources, hein, des fois, parler à quelqu'un qui a vécu un peu la même chose, ça peut nous aider. Il y a certaines choses aussi qui nous rappellent toujours la perte et la maladie. Donc, quand on doit toujours annoncer un petit peu notre cancer à quelqu'un, ça peut être plus difficile aussi à composer avec. Puis les traces physiques de la maladie aussi qui peuvent être également toujours, qui agissent aussi comme ce rappel-là. Brièvement, je vais passer vite sur le reste. Donc, il y a aussi une étude qui est sortie également en 2022 que j'ai réussi à trouver, donc qui a été menée auprès de 4 participantes puis qui abordait 3 thèmes, donc la perte de soi, donc tout ce qui était changement par la maladie, changement identitaire, perte de leur repère antérieur à la maladie, perte et les perceptions de la maladie. Il y avait un autre thème qui était le perte de l'identité dans les relations proches, hein, donc toute la modification des relations avec ses proches suivant le diagnostic. Puis en dernier, la perte entre le monde vécu et le monde médical. Donc, ce que les femmes me décrivaient également dans mon étude comme, il y a l'avant-diagnostic, le diagnostic et les traitements, mais aussi à quel point que des fois, on peut passer de, OK, aujourd'hui, je passe ma journée à l'hôpital, je m'y connais super gros sur mon cancer, à là, je dois retourner travailler, je dois vivre ma vie normalement, je dois m'occuper de mes enfants, puis faire semblant des fois que rien ne se passe. Fait que je trouve ça intéressant, cette étude-là, d'être tombée dessus parce qu'elle rejoint également mon étude, mais elle vient confirmer que oui, ces pertes-là puis ces changements-là, on peut les vivre un peu au quotidien. Puis, c'est important aussi de les reconnaître. Donc, je vais laisser Nathalie et Émilie parler à nouveau. Nathalie, est-ce que tu veux commencer? Peut-être nous parler si tu as déjà vécu des deuils, des pertes et si oui, nous les partager. Oui, c'est sûr que tout ce qu'Elisabeth a dit, c'est des choses qui sont là, présentes en tout cas dans ma vie. Mais ce que moi, j'ai trouvé le plus difficile, puis que c'est la perte d'énergie. Tu sais, ça fait 3 récidives que j'ai depuis 2018. Puis ça, c'est la perte d'énergie, j'ai trouvé ça difficile. Il y a aussi la perte du mode de vie. Tu sais, comme disait Émilie, le avant, et il y a le après. Puis moi, j'ai le après, 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 après. Tu sais, fait que, mais je navigue bien là-dedans, pareil, là, parce qu'il faut.
il faut on continue à avancer. Puis ce que j'ai trouvé difficile pendant ces années-là, c'est sûr que, encore plus que mes pertes à moi, c'est la perte de mon conjoint. Lui, il est parti en 2 mois, puis il peut pas, il a pas pu se battre. Ça m'a plus, je vais dire, ça m'a ça m'a pas choqué, mais en tout cas, ça m'a rendu très triste. Mais ce que je me dis aujourd'hui, moi, j'ai la chance de pouvoir me battre et de pouvoir continuer à avancer. Ça fait que peu importe les pertes, les deuils, ben regarde, j'avance, puis je suis bien entourée. Fait que quand tu as cette belle bulle-là, cette belle lumière-là autour de toi, ben, le choix d'avancer, tu l'as. On dit qu'on l'a toujours, mais garde, je me fais porter aussi. Fait que ça, j'en suis très reconnaissante. Mais encore aujourd'hui, je suis rendue avec une néphrostomie à cause de ma récidive. Fait que ça, c'est une autre perte. Hein? Quand tu dis qu'il y a un rein qu'il faut qu'il fonctionne à côté, mais je peux te dire aujourd'hui que je l'accueille avec amour, puis je me dis une chance que j'ai ça, parce que sinon, j'aurais probablement d'autres problématiques. Fait que, regarde, il y a toujours un côté à la perte, au deuil, un côté qu'on est capable d'aller chercher une force. C'est ça que je fais. Et tout. Merci beaucoup, Nathalie, pour ton partage. Émilie, est-ce que toi aussi tu voudrais nous partager des deuils ou des pertes que tu as vécues? De mon côté, ben, en fait, moi, de mon côté, ce qui a été plus dur, ça a été vraiment le bout où est-ce que j'ai perdu mes cheveux aussi avec la chimiothérapie. Là, on sait que c'est un deuil, bon, on se dit temporaire, mais pour nous, on dirait qu'on voit pas le bout de ça. Puis c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile à ce moment-là. Je me définissais beaucoup par l'apparence extérieure. J'avais pas beaucoup confiance en moi. Fait que mon reflet dans le miroir, ça a été très, très dur de me trouver belle autrement, d'apprendre à travailler l'amour de soi, puis de se voir autrement. Après ça, j'ai eu le deuil de certaines amitiés. Tu sais, on se dit à 24 ans, tu penses, tu es super bien entouré, tu as plein d'amis, mais on se rend compte que finalement, ben, quand tu as besoin, tu peut-être pas tant d'amis que ça, finalement. Fait que ça a été le deuil de certaines personnes que finalement, je choisis maintenant les gens avec qui j'ai envie de donner de mon énergie, parce que ça aussi, ça a été un autre deuil, l'énergie, même encore aujourd'hui, des fois, c'est plus difficile au niveau de l'énergie. On dirait que c'est pas revenu totalement. Aussi, tu sais, je suis déjà en préménopause à 38 ans, fait que ça fait partie quand même d'un deuil de dire, ah, tu sais, je suis quand même jeune pour déjà sentir autant de ces effets-là. Fait que c'est une forme de deuil. J'ai eu la peur aussi de perdre ma fertilité, certainement, mais comme j'ai pu conserver un ovaire, j'ai eu la chance d'avoir 2 belles petites filles aujourd'hui de 6 ans et 9 ans. Donc, je me sens très, très, très privilégiée. J'ai une amie aussi qui est décédée du cancer de l'ovaire, aussi, qui était jeune. J'ai accompagné aussi là-dedans. Puis, c'est ça, ça a été un autre deuil. Puis, mais je me compte chanceuse aujourd'hui de mon côté d'avoir survécu. Mm. Merci beaucoup, Émilie. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire dans le chat, mais on vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de gens se retrouvent dans ce que vous dites. Donc, c'est vraiment super. Et Émilie, tu as répondu aussi à plusieurs questions qui étaient destinées à toi par rapport à la maternité. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient, tu sais, est-ce que c'était un deuil ou une perte? Et donc, tu as répondu à la question. Mais oui, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous dans le chat. Elisabeth, je te laisse la parole là, pour continuer. Oui, déjà là, toutes mes sympathies, Nathalie. Je suis vraiment désolée d'apprendre le décès de ton mari là-dedans. Ça n'a pas dû nécessairement non plus être facile. Euh, je vais repartager avec vous mon écran. Donc, je trouve ça quand même intéressant dans ce que Nathalie et Émilie ont partagé, hein, parce qu'on le voit justement de les pertes qu'on vit, oui, mais aussi j'entends beaucoup à la fois de résilience énormément, mais de sentiment de se prioriser, de reconnaissance, de fierté. C'est là où on le fait, ce sens-là de qu'est-ce qu'on vit, puis qu'on la développe, puis qu'on la cultive justement, cette résilience-là. Donc, pour finir les stratégies d'adaptation, déjà là, première réflexion peut-être à se poser, qu'est-ce qui pour moi, dans le passé, a fonctionné? Des fois, il ne faut pas aller chercher bien loin. Hein. Des fois, dans notre coffre à outils, là, on a déjà un marteau puis un tournevis. Fait que, c'est peut-être juste ça que vous avez besoin. Fait que, il y a des choses là-dedans que
Vous l'avez peut-être naturellement, cette résilience-là, il faut peut-être juste aller un petit peu la cultiver, juste un petit peu l'arroser, mais on ne part pas nécessairement d'une feuille blanche. Donc, peut-être dans le passé, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui était difficile? Peut-être d'autres deuils, justement, qu'est-ce qui vous a aidé? Peut-être de vous rapprocher de personnes significatives, de vous entourer des bonnes personnes, de se prioriser, de s'offrir des petits me-time qui nous aident aussi. Euh, Avant tout aussi de se permettre de vivre ces émotions. C'est normal, qu'est-ce que vous traversez. C'est normal d'éprouver de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la déception, de la jalousie même aussi envers certaines autres personnes qui, eux, n'ont pas le cancer. Je l'ai souvent entendu dans mon bureau, même si c'est très tabou. Ce n'est pas tabou, c'est normal. On est humain aussi avant tout. De sortir de l'isolement pour s'entourer justement des personnes bienveillantes, à l'écoute et soutenantes. C'est là où des fois dans les épreuves qu'on vit un petit peu, dans l'adversité, où on choisit un petit peu les personnes avec qui on veut s'entourer pour justement choisir les meilleures personnes pour nous. Entretenir des projets et des objectifs, mais surtout célébrer ces petites victoires. Des fois, avec certains de mes patients, quand ils finissaient un cycle de chimio, on le fêtait, on le célébrait, puis on était fiers de tout ça. D'entretenir aussi des petits projets à court terme pour se faire du bien. Tu sais, des fois, quand on vit les traitements, on ne s'offre pas nécessairement ces petites occasions-là, ces petites sorties-là, pour être peut-être avec nos familles ou avec nos amis ou avec nos enfants. C'est important quand même de les entretenir puis de les faire, ces plans-là. C'est quand même étonnant, mais des fois, dans le cancer, on peut quand même voyager, on peut quand même faire beaucoup de choses, malgré la maladie puis malgré les traitements. Des fois, c'est juste de se permettre d'oser de le demander à l'oncologue. Puis l'oncologue puis l'équipe soignante sont très ouverts aussi à nous offrir ces petits moments-là. Extérioriser son vécu, bien évidemment, il ne faut pas le garder pour soi. Il faut le sortir, il faut en parler aux personnes encore là bienveillantes. Ça peut être aussi par le biais de professionnels. Habituellement, vos équipes soignantes et que ce soit dans les hôpitaux traitants, ils ont des oncologues qui sont spécialisés en oncologie. Il y a des fois des travailleurs sociaux également. Des fois, ça va être votre IPO aussi qui peut être une bonne confidente, pas nécessairement sur régulier, mais des fois, quand on a des petites inquiétudes ou des petites incertitudes, il passe un petit coup de fil, ça peut l'aider. Il y a également les ressources au privé. Bien évidemment, vous êtes libre de choisir en fonction de vos besoins, mais il y a quand même aussi des professionnels qui sont disponibles pour vous aider. Avant tout, puis pour finir, c'est vraiment de trouver un sens à ce qu'on vit. Et pour vraiment le dernier sujet que j'ai abordé avec vous ce soir, l'auto-bienveillance. Donc, quelques petites idées à peut-être mettre en pratique cette semaine ou dans les prochaines semaines. Donc, être à l'écoute de son corps, respectez-vous, respectez votre niveau de fatigue. Oui, la fatigue fait partie du cancer. Oui, c'est un deuil. Oui, c'est quelque chose qui est très présent. Des fois, c'est juste de s'écouter. Donc, peut-être pour aller, tu sais, si on commence à marcher et on se sent fatigué, bon, c'est normal, puis c'est correct de revirer de bord. Adapter justement son horaire en fonction de son niveau d'énergie. C'est correct, les petites siestes en après-midi, on peut se le permettre. Réduire ses attentes envers nous-mêmes. Hein. Des fois, on est des personnes très perfectionnistes et dures envers nous-mêmes, on se tape beaucoup sur la tête. Essayez de réduire un petit peu ça. Réduire également sa liste de to-do list. Des fois, on est très, très bon pour se faire des listes de 10, 20 choses en même temps. Ça peut être juste de commencer par faire ce qui vous tente, puis ça peut être bien correct comme ça. Hein? Tout dans la bienveillance envers vous. Et pour finir, se complimenter et s'encourager. Parce que c'est important aussi de justement la cultiver, cette petite plante-là, en l'arrosant, ben, il n'y a pas nécessairement quelqu'un d'autre qui peut l'arroser que nous-mêmes. Fait que ça passe beaucoup par nous, la résilience, en s'encourageant puis en se complimentant sur nos réussites, nos fiertés, qu'est-ce qu'on accomplit. Donc, c'était tout pour moi. Je vais vous laisser place avec Nathalie et Émilie pour partager justement leur stratégie. Oui, Nathalie, est-ce que tu veux y aller? Ben, mais Émilie peut y aller. Je vais te laisser avant, Émilie. C'est bon, Émilie, vas-y. Bon, ben, c'est sûr que moi, mes stratégies de résilience, ben, au moment où est-ce que je vivais ça, je dirais que j'ai fait beaucoup de lectures de développement personnel, justement, pour m'aider à trouver peut-être un sens à tout ça, m'accrocher. Ce qui m'aidait beaucoup aussi, c'est de m'arranger. Parce que, tu sais, déjà, on se sent pas belle. Puis là, tu sais, des fois, je voulais juste faire une sortie, puis je voulais comme passer
avoir l'air normal, puis de pas avoir l'air que le monde me remarque, puis dire, oh mon Dieu, pauvre petite. Fait que juste des fois de m'arranger, de me maquiller, mettre ma perruque, sortir, on dirait que ça me faisait du bien. Fait que ça aussi. Puis aussi, ben, par après, tout le sens que j'ai été chercher, j'ai été vraiment lancée dans un projet de créer ma propre entreprise. Comme je disais, c'est probablement quelque chose que j'aurais pas fait. Fait que là, j'étais dans l'esthétique. J'ai décidé de rester dans l'esthétique, mais de vraiment me l'approprier à ma façon. Je trouve que par moments, je me disais, ah, je retourne-tu là-dedans parce que je trouvais que c'était superficiel. Je me disais, tu sais, à quel point le monde vient de me voir pour un bouton, mais après tout ce que j'ai vécu, il y a tellement pire. Mais en même temps, je me disais, c'est un domaine positif. Les gens viennent prendre soin d'eux. Je veux les aider à se sentir mieux dans leur peau. Fait que c'était tout ça qui m'a aidé à m'accrocher, puis de contribuer à offrir des soins qui aident les femmes à se sentir belles et bien. Puis des fois, d'avoir ce beau lien-là de confiance aussi. Tu sais, ils viennent me montrer leur complexe, fait qu'on est là pour eux, puis les écouter. Fait que c'est vraiment de sentir ce lien-là à quelque part. Puis j'ai eu des femmes aussi qui étaient atteintes de cancer dans ma clientèle, tu sais, de prendre soin d'eux, puis d'être encore plus à l'écoute. C'est toujours plaisant. Fait que, pour moi, c'est un peu tout ça. Merci beaucoup, Émilie. Et Nathalie, de ton côté? Oui, ben moi, au niveau des stratégies, une des stratégies que là, j'ai développées au cours des 2 dernières séries de chimio, c'est quand je vais à ma chimio, ben, j'écoute des méditations. Pendant tout le temps de ma chimio, là, puis ça me fait assez du bien. Parce que là, je ne suis pas juste concentrée sur le liquide qui coule puis qui s'en vient dans mes veines. Je sais ce qu'il va faire. Il va travailler fort, on va tout faire pour travailler fort. Ça, c'est une chose, puis je vais vous dire, en tout cas, ça m'aide beaucoup à passer cette partie-là. L'autre chose aussi, une des stratégies, c'est mon alimentation. Mon alimentation, j'essaie de bien manger. Tu sais, au niveau de la médication, quand j'ai mes chimios, ben, avec mon médecin, on adapte la médication pour que je sois capable de bien manger, pour donner à mon corps la force et l'énergie aussi pour continuer à accepter ces traitements-là parce que je n'ai pas le choix. Une autre des stratégies aussi que j'aime beaucoup, c'est le Qigong Yoga. Quand je vais mieux, ben, je fais un Qigong Yoga. Moi, c'est de Nicole Bordelot. C'est une sorte de... C'est un yoga, c'est une méditation, puis tu fais ça debout. Tu peux le faire assis. Fait que quand je suis trop fatiguée, je peux m'asseoir, puis je fais les mouvements à mon rythme. Puis ça m'aide beaucoup parce que ça libère ma tête. Moi, le plus difficile, ce que je trouve, c'est quand ta tête est préoccupée par tous tes traitements qui s'en viennent, une autre affaire, une autre affaire. Fait que moi, quand je libère ma tête, ben mon corps, il suit avec. Fait que ça va, de ce côté-là, ça va bien. Puis je suis bien, une de mes stratégies avec ma petite sœur, ma sœur, ben moi, je suis BRCA1, puis on est toute la famille BRCA1. Mes nièces, en tout cas, puis mes garçons aussi, probablement. Il y a juste eux autres qu'on ne sait pas. Puis une des choses que je me suis entendue avec ma petite sœur, c'est de se dire toujours la vérité. Qu'elle soit émotive, qu'elle ne soit pas. Elle dit, je veux pas, tu me caches rien. Puis moi, c'est pareil avec elle. Fait que ça, c'est des moments qui me permettent à un moment donné de me laisser aller. Puis après ça, ben, on reprend la route, puis on continue à marcher, puis on continue à avancer. Fait que, puis j'ai mes chiens. J'ai au moins 2 petites présences à côté de moi qui sont tannantes des fois, mais je les accepte avec bonheur. Puis c'est comme je vous dis, ma famille est beaucoup là, mes garçons. Tu sais, c'est ça. Dans nos stratégies, moi, ma stratégie, c'est d'être entourée, puis de me sentir bien là-dedans. Puis les gens me respectent aussi. Puis comme disait Émilie, à un moment donné, tu as des amis qui ont pris un autre chemin, puis c'est correct. Mais j'en ai retrouvé d'autres en cours de chemin qui, eux autres, ont décidé de m'accompagner. Fait que, tu sais, quand on parle de deuil, ben, des fois aussi, à côté de ça, ben, il y a d'autres choses de beaux qui arrivent. Fait que c'est là-dessus qu'il faut que... En tout cas, moi, c'est là-dessus que je me concentre, puis c'est ça. Puis regarde, j'avais 54 ans quand j'ai eu le cancer. Quand il a été diagnostiqué, j'en ai 61, bientôt 62. Fait que c'est possible de vivre et de continuer à avoir une belle qualité de vie parce que moi, je considère que j'en ai une. Mais il faut que je l'adapte, c'est ça. Merci.
Quelle belle façon de finir la séance. Merci beaucoup, Nathalie et Émilie, pour vos témoignages. Là, je vois que le temps file, mais je vous invite à lire dans le chat parce qu'il y a tellement d'amour pour vous en ce moment. Vous avez inspiré beaucoup, beaucoup de femmes de ce que je lis dans les commentaires et énormément d'amour pour chacune de vous. Euh, Si vous avez des questions, là, je vois que le temps file. Elisabeth, si ça te convient, si on a des questions, je te les enverrai. Peut-être on pourrait s'arranger pour répondre aux questions plus tard. Mais je voulais juste remercier Elisabeth pour ta présentation, tes conseils, ta bienveillance. Je suis certaine que ta présentation a nourri plusieurs réflexions chez nos participants. Nathalie, Émilie, merci. Merci d'avoir partagé avec nous aujourd'hui en toute vulnérabilité. Comme je vous dis, je vais vous envoyer le chat après parce que ça vaut la peine de lire tout l'amour qu'on vous envoie. Donc, merci encore à vous toutes pour cette belle, ces beaux partages et cette belle présentation. Donc, voilà, on va passer à la prochaine séance.